Voilà, donc débat maintenant conclusif de nos magnifiques journées lyonnaises, avec donc devant vous 2 députés européens qui se réclament des mêmes valeurs évangéliques qui nous réunissent ici et qui en même temps ont fait des choix politiques assez radicalement différents et qui votent, je pense, au Parlement européen de façon aussi opposée. Donc c'est tout à fait l'esprit de nos semaines sociales de vous réunir, messieurs, et de vous entendre l'un et l'autre, même si vous n'êtes pas d'accord sur vos choix toujours, et vous le direz, mais dans le respect mutuel. Et on est là tout à fait dans la vocation des semaines sociales depuis qu'elles existent. Donc on est là pour 40 minutes avec des questions à la fin de la salle, à la fin de l'intervention, des questions qui seront posées par vous, de nouveau, avec donc vos systèmes numériques. La question qu'on se posait pour ce dernier débat, c'était oser des changements radicaux en maintenant le contrat social. Donc là, c'est le point de vue de parlementaires européens, vus de Bruxelles, donc qui vont nous parler. Vous savez qu'il y a un pacte vert, un grand contrat vert qui est mis en place, non sans difficulté, par les instances européennes. Très ambitieux contrat, on en parlera certainement durant les interventions. Oser des changements climatiques radicaux en maintenant le contrat social. Je sais déjà que mon intervention de gauche conteste un peu l'intitulé en disant maintenir le contrat social. Non, le contrat social est déjà rompu, il s'agit de le rétablir. Et peut-être que M. Bellamy, lui, nous dira que les changements, c'est pas forcément radicaux qu'il faut qu'ils soient. Je ne sais pas ce qu'il va dire. En tout cas, on vous demande à chacun, l'un et l'autre, de réagir sur cette intitulé. Donc d'abord, vous, Philippe Lambert, donc vous êtes député européen, co-président du groupe Vert au Parlement européen. Vous êtes originaire de Anderlecht, oui. C'est ça? Donc votre langue maternelle, c'est le... Ah, c'est le français. C'est le français, d'accord. Vous avez étudié à l'université de Louvain, bien connue, sœur de l'université où on se trouve ici, donc co-président des Verts. Vous avez 4 enfants. Vous avez beaucoup tempêté à Bruxelles sur beaucoup de choses, parce que vous avez un tempérament assez véhément, hein, on peut le dire, je pense, notamment sur le plafonnement des rémunérations dans le domaine de la finance. Vous êtes beaucoup intervenu sur ce sujet. Voilà, on vous demande tout de suite donc de nous parler pendant 5 minutes de ce que vous inspire ce thème de clôture. Osons des changements radicaux en maintenant le contrat social. Bon, alors sur mon tempérament, si vous comparez l'expression moyenne de Jean-Luc Mélenchon et la mienne, vous verrez qu'il y a une différence assez notable. Absolument. Assez notable, et qu'on peut avoir des convictions sans pour autant sombrer dans le... Comment est-ce que je dirais, moi, dans l'invective permanente, quoi. Je me vois plus, et après 15 ans... Pardon, oui. Après 15 ans au Parlement européen, je vois ma mission plus comme celle de jeter des ponts qu'autre chose, parce que s'il y a une chose qui me terrorise, outre le fait que nous allons au-delà des limites biophysiques de la planète, c'est la polarisation de nos sociétés. L'hystérisation du débat collectif et le fait de monter une partie de notre société contre l'autre est le plus sûr chemin, je pense, pour conduire à l'effondrement de nos sociétés, ce que, évidemment, comme être humain, comme père, comme grand-père, je ne souhaite pas vraiment. Alors, faut-il des changements radicaux? Je vais simplement remonter d'un demi-siècle. J'avais 9 ans. C'était en 72, le rapport du Club de Rome, les limites de la croissance, qui montrait en fait que le modèle économique qui était le nôtre et qui est resté le nôtre allait nous conduire inéluctablement à rencontrer de manière assez dure les limites biophysiques de la planète. Alors bien sûr, ce rapport n'était pas une boule de cristal parfaite, mais en tout cas il montrait la contradiction inhérente au modèle de développement qu'est le nôtre aujourd'hui et qui présuppose l'exploitation sans limite à la fois de la planète et du vivant, et la possibilité pour l'être humain de vivre sur cette planète. Alors évidemment, un demi-siècle est passé entre-temps, et ce qui avait été annoncé se produit sous nos yeux. Ce n'est pas une affaire des générations futures. Nous vivons déjà aujourd'hui l'impasse de notre modèle économique lorsqu'il rencontre les limites biophysiques de la planète. Alors oui, je veux dire, tout qui s'intéresse à la résolution d'un problème veut aller à la racine, ce qui est bien l'étymologie du mot radical.
il faut qu'on aille à la racine de ce système. Et c'est vrai, j'ai entendu dans le panel précédent, je crois que c'était l'intervenante de l'IFRI, disant jusque maintenant on ne touche pas à la logique du système. Et c'est vrai, pour l'instant on ne touche pas à la logique du système, qui reste un système extractiviste, productiviste. Mais si on veut donner une chance à l'humanité de poursuivre son chemin sur cette planète, alors il va falloir en effet un changement radical. Mais comment est-ce que je dirais, le chrétien qui est en moi, et je dirais simplement l'être humain, préférera toujours la réforme à la révolution. On a vu historiquement que les révolutions menaient assez rarement au fait que des personnes soucieuses de l'intérêt général se retrouvent aux manettes. D'accord ? Alors vous allez dire, oui, mais même la démocratie ne garantit pas ça. Non, mais je préfère quand même la voie démocratique. Parce qu'aussi, je pense que si on veut mettre en place une bifurcation, il faudra qu'elle soit partagée, qu'elle soit donc le produit d'une intelligence collective. Et là, je pense que nos structures démocratiques ont intérêt à se refonder elles aussi, parce que cette idée que 705 députés, 27 représentants de gouvernement et la science infuse et sache tout, je crois que cette idée est fausse. Et donc, il faut vraiment combiner, pour parler bon français, le bottom-up et le top-down. Bref, tout ça pour dire que oui, des changements radicaux sont possibles, mais la question n'est plus celle de la préservation de notre contrat social. Si le contrat social est basé sur peut-être la première valeur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est sortie de la Révolution française, mais en fait un peu avant ça, qui est sortie des révolutions américaines, et, me dit-on, du mouvement d'émancipation corse, cette idée que les êtres humains naissent libres, ils sont égaux en droit et en dignité, si on veut vraiment que cette idée soit autre chose qu'une promesse ou une aspiration lointaine, alors il va falloir que l'on rétablisse le contrat social, puisque précisément le modèle économique qu'est le nôtre est un modèle qui n'a pas pour objectif d'assurer une dignité d'existence à tous les humains. Si on regarde l'emballement du modèle extractiviste-productiviste qui est consécutif à la chute du bloc soviétique, eh bien, ce qu'on constate, c'est que les bénéficiaires de ce système sont extrêmement peu nombreux. Autrement dit, l'objectif du système est, en exploitant la planète et le vivant, de maximiser à la fois la production et la concentration de la richesse. Ce système, il fait ce qu'on lui demande. Et ça marche. Je veux dire, regardez l'évolution des inégalités, l'évolution de la répartition de la richesse, ne serait-ce que depuis la crise financière de 2007-2008, et vous constaterez que crise de l'euro, pandémie, guerre, continue à faire des gagnants et beaucoup de perdants. Et donc, il ne s'agit donc pas de maintenir notre contrat social, il s'agit de le rétablir. Et c'est ce que les Gilets jaunes ont dit en 2018. C'est finalement, quand on est citoyen de ce pays, qui n'est pas un pays pauvre, qu'on travaille, parce que la plupart des Gilets jaunes, c'était des gens qui bossaient, on ne parvient plus, en fait, à assurer une certaine sécurité d'existence. Et donc, je dis souvent, y compris à mes amis écologistes, la question n'est pas comment faisons-nous pour que la transition écologique ne soit pas exagérément coûteuse pour les gens les plus précaires. Non, c'est comment faisons-nous pour que la transition écologique s'accompagne non pas d'une augmentation des inégalités, mais bien de leur réduction. D'accord ? Ça, c'est le véritable enjeu. Et on peut, que ce soit des économistes, des ingénieurs ou quelques scientifiques que ce soit, personne n'a réussi jusque maintenant à me convaincre qu'on pouvait faire ça à système constant. Donc je pense que ce qu'il nous faut, c'est un changement systémique, mais il faut que ce changement systémique soit le produit de choix démocratiques et pas, je dirais, le résultat d'une dictature écolo-socialiste. Vous pourrez peut-être nous parler de ce changement systémique dans une deuxième
prise de parole, si vous voulez. Hein, voilà, très bien. Merci. François-Xavier Bellamy, donc vous êtes ancien élu de Versailles, un professeur de philosophie. Vous avez toujours une production aussi de livres qui n'ont pas échappé à notre attention, Les Déshérités, Demeure, etc., dont chef de file du député français du groupe PPE, militant de LR, le groupe PPE qui est le plus important donc à Bruxelles. Alors sur le thème, certains vont dire, sur le thème de l'écologie, c'est étonnant peut-être d'inviter Xavier Bellamy, oui, mais il y a des mots comme repère, bien sûr, mais des mots comme limite aussi qui vous sont familiers. La fameuse remue limite, ce sont des mots dans lesquels vous vous retrouvez dans votre regard sur le monde. Alors même question, oser des changements radicaux en maintenant le contrat social, est-ce que vous pensez que c'est l'objectif? Est-ce qu'il faut des changements radicaux? Est-ce qu'il faut maintenir le contrat social? Est-ce que ce contrat social est peut-être déjà rompu? Voilà le champ pour lequel je vous laisse la parole pendant 5 minutes. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est une grande joie de pouvoir échanger avec vous et avec Philippe Lamberts. Je ne sais pas si sa caractéristique principale est le tempérament tempétueux, mais moi je peux témoigner du fait que au Parlement européen, il aura été, dans le mandat que nous avons partagé ensemble, pour moi le modèle d'un homme de paix, justement, dans une période très, très crispée, très tendue, et comme tu le disais, cher Philippe, dans une période où rien n'est plus menacé que la possibilité de la conversation civique et du désaccord intelligent, parce que nous héritons de situations qui sont en elles-mêmes infiniment complexes, et que devant ces situations, il est non seulement légitime, mais même nécessaire que chacun puisse faire valoir son regard pour pouvoir faire en sorte que la société dans son ensemble, que nos sociétés européennes assument la meilleure décision collective possible. Et je pense que l'un des défis d'ailleurs, c'est devant la question écologique de réussir à montrer que la démocratie est non seulement le système politique qui permet de garantir la liberté de chacun, mais aussi celui qui fait émerger le mieux les solutions dont nous avons besoin. Et je crois que c'est aussi l'expérience que nous aurons vécue au Parlement européen au cours des 4 dernières années, puisque la question de l'environnement a été absolument centrale tout au long de ce mandat, à travers notamment les débats qui ont tourné autour du pacte vert européen. Est-ce qu'il faut des changements radicaux? Bien sûr. C'est une absolue évidence. Qui peut le nier? Est-ce que ces changements doivent préserver le contrat social? Pour ma part, je reviens à ma déformation professionnelle, je suis relativement sceptique envers l'expression de contrat social, qui me paraît déjà l'expression d'une forme d'individualisme assez liée à la tradition philosophique libérale, qui fait comme si nous pouvions signer ou non un contrat, comme si la politique existait par l'effet de notre choix, alors que pour ma part, je crois que la politique est la conséquence du fait que nous sommes embarqués ensemble dans un destin commun. Que nous le voulions ou non, nous sommes participants d'une communauté civique. Et d'une certaine façon, je crois que, comme le disait Aristote, l'homme est par nature un animal politique parce que les êtres humains doivent résoudre ensemble des problèmes qu'ils ne peuvent pas fuir et qu'ils ne peuvent pas nier. Et évidemment, la question environnementale a étendu à l'échelle de la planète l'expérience de cette responsabilité collective. Elle est moins l'effet d'un contrat, de ce point de vue-là, que l'effet d'une obligation éthique qui s'impose à chacun d'entre nous. Je crois qu'en revanche, oui, il faut absolument préserver les conditions de cette communauté civique qui est aujourd'hui si profondément en tension, notamment à cause de ce défi que représente cette question environnementale. Pour ma part, je crois, j'ai été assez frappé par les échanges que j'ai écoutés attentivement dans les tables rondes précédentes. Je crois pour ma part que on a le devoir d'affronter cette question avec lucidité, mais aussi avec espérance, et que l'affronter avec espérance, cette question, ça ne veut pas du tout dire nier la gravité ou l'ampleur de la situation que nous avons à traverser, mais ça veut dire la regarder en face, cette situation, avec le désir ardent de chercher des solutions, des réponses, et pas seulement de l'aborder avec une forme de ressentiment ou de tentative d'identifier les coupables. Nous ne sommes pas, en quelque sorte, en train de procéder à un jugement dernier perpétuel. Nous sommes devant un problème inédit dans l'histoire humaine. Pour la première fois, c'est ce que disait Jonas en 1974 dans le principe responsabilité, pour la première fois, l'homme peut détruire la possibilité de la vie sur Terre. Et cette expérience inédite dans l'échelle des sociétés humaines, à l'histoire des civilisations humaines, cette expérience absolument inédite impose d'apporter des réponses.
Et je crois que ce qui m'aura le plus frappé au cours des dernières années de ce mandat, c'est de voir à quel point, au fond, nous avons de la peine à prendre au sérieux la dimension mondiale de ce problème. Parce que nous nous accusons nous-mêmes, bien souvent, et nous avons raison de mesurer notre responsabilité, mais sans regarder où se trouve la réalité du problème. Philippe, tu parlais de système productiviste, et de fait, le mot « produire » est devenu un gros mot. C'est devenu un mot tabou, un mot interdit en matière d'agriculture, en matière d'industrie. Le mot produire, l'expression même de croissance, aujourd'hui soumise à une contestation radicale. Or, le fait est qu'aujourd'hui, le vrai problème de l'Europe, il me semble, c'est la myopie avec laquelle elle aborde ce sujet. Au cours des 30 dernières années, les pays de l'Union européenne ont baissé leurs émissions de carbone. Mais en revanche, les pays de l'Union européenne ont augmenté leur empreinte carbone. Aujourd'hui, l'Europe, c'est 7% des émissions mondiales de CO2. Il y a 15 ans, c'était 15%. Mais dans le même temps, nous voyons d'autres pays, ceux auxquels nous achetons ce que nous consommons, qui ont augmenté massivement leur production. Et donc le vrai sujet pour nous n'est pas d'arrêter de produire. Parce que le jour où nous aurons arrêté de produire, nous, les Européens, ce dont nous avons besoin, ce jour-là, nous n'aurons pas sauvé la planète. Nous aurons détruit notre économie, nous aurons détruit notre modèle social, nous aurons créé des tensions immenses dans nos sociétés, et simultanément, nous aurons fermé les yeux sur le fait que nous laissions d'autres que nous détruire le climat à notre place. C'est exactement ce qui est en train de se produire. En matière agricole, en matière industrielle. À tout point de vue, nous sommes dans une situation finalement d'aveuglement volontaire, ou plus exactement de myopie. Nous surévaluons l'importance de nos propres émissions et nous sous-évaluons systématiquement le fait que nous sommes responsables du modèle économique des pays auxquels nous achetons ce dont nous avons besoin pour consommer. La Chine, aujourd'hui, la Chine a atteint l'an dernier un niveau record de projets d'augmentation de centrales à charbon. En fait, le problème est là. Le problème est relativement simple, si on veut bien regarder les choses. L'année dernière, en 2022, la Chine a accordé plus de 100 permis d'ouverture de centrales à charbon sur son territoire. 2 centrales à charbon par semaine. Et donc, évidemment, en Europe, nous fermons, et c'est heureux, nos centrales à charbon, ou nous essayons de les fermer. C'est l'urgence absolue, le charbon. Si on regarde la réalité du problème climatique, où se trouve-t-il ? Il se trouve massivement dans la production électrique. La production électrique, c'est 40% des émissions mondiales. Sur ces 40% d'émissions mondiales, l'urgence absolue, c'est de sortir du charbon. L'électricité et l'industrie, c'est 85% des émissions dans un pays comme la Chine. Les deux à la fois. Et aujourd'hui, eh bien, sur ces 85%, vous avez une masse importante d'émissions qui sont faites, de production qui sont faites avec du charbon. Or, le charbon, c'est par kilowattheure 800 grammes de CO2. Le gaz, 490. L'éolien ou le nucléaire, autour de 10 grammes de CO2 par kilowattheure. On voit très bien l'urgence. Et regardons les faits. Regardons la réalité des faits. Et en disant ça, je ne dis pas tout est de la faute de la Chine. Nous sommes responsables. Parce que nous sommes rendus dépendants de ces modèles de production à l'extérieur de nos frontières qui nous permettent de consommer à bas coût. Et nous ne produisons plus. Et donc si demain, comme on l'a fait au cours des dernières années au Parlement européen, et ça aura été certainement notre point de désaccord entre nos groupes politiques, si demain nous décidons de ne plus produire nous-mêmes notre alimentation, de ne plus produire les objets industriels que nous consommons, si nous arrêtons par la diminution constante de nos émissions de construire ce dont nous avons besoin, eh bien, encore une fois, je le redis, nous aurons, non seulement, nous n'aurons pas sauvé l'environnement, nous n'aurons fait que détruire notre économie en donnant des parts de marché à des modèles de production dévastateurs. Donc, le changement radical, je crois, il se trouve là, il faut trouver des solutions, il faut des solutions rationnelles, et ça veut dire entraîner le monde entier dans l'urgence absolue que représente la sortie du charbon, et de ce point de vue-là, c'est une honte absolue, je termine par là, c'est une honte absolue que la dernière rencontre entre les pays du G20 consacrée au sujet climatique n'est pas mentionnée, même le mot charbon n'est pas mentionné dans le texte. C'est ça la faute majeure, c'est ça le drame absolu. Le sujet n'est pas nous-mêmes d'une certaine manière de ne plus rien émettre. Le sujet, c'est d'abord de faire en sorte d'entraîner le monde entier dans la baisse des émissions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Produire plus chez nous, effectivement, pour polluer moins. Mais en fait, François-Xavier, je crois qu'on est d'accord sur énormément de choses, parce que, en effet, et tu as raison, la première partie, le premier chapitre de l'action climatique européenne, donc ce qui s'est terminé en 2020, a consisté essentiellement à faire ce que tu as dit. C'est-à-dire, en fait, déplacer la production européenne ailleurs. Et si on regardait à 2020, il n'y avait que 3 États européens qui, tenant compte de la consommation importée, avaient commencé à réduire leurs émissions.
Tous les autres avaient continué à l'augmenter. Donc si c'est ça l'objectif, moi je suis d'accord avec toi, c'est pas une solution. C'est absolument pas une solution. Par productivisme, j'entends la course permanente au toujours plus, en considérant la planète comme une source inépuisable de ressources, comme une poubelle de taille infinie. Autrement dit, je pense que le vrai changement de paradigme, c'est d'accepter les limites. C'est d'accepter à la fois les limites de ce qu'on peut faire subir à cette planète, et en effet, l'existence de l'humanité constitue un poids, enfin, notre humanité a une empreinte écologique sur cette planète, et l'objectif n'est quand même pas d'éliminer l'humanité. Donc je dis souvent, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Le vrai débat politique, c'est quelle omelette voulons-nous et quels œufs sommes-nous prêts à casser pour cette omelette, sachant que nous avons une quantité d'œufs limitée et un compost de taille limitée pour y mettre les coquilles. D'accord ? Et donc ça, c'est le vrai débat politique. C'est le vrai débat politique. Là où on a une divergence au niveau de l'ambition européenne, et donc je suis entièrement d'accord sur le diagnostic que le but de notre action ne peut pas consister à déplacer le problème. Par contre, il y a maintenant quand même une volonté dans cette deuxième phase de l'action climatique de l'Union à conditionner l'accès au marché européen au respect d'un certain nombre de normes, parce que sinon on continue à exporter le problème, ce qui a été jusqu'ici impossible à cause, et là je crois que je peux le dire et je le dis en Allemagne aussi, du dogme mercantiliste principalement porté par l'Allemagne, mais aussi par les pays scandinaves, les pays nordiques, on va dire pour faire simple, au nom duquel mettre des barrières à l'entrée, ou en tout cas des conditions d'accès au marché européen, était sacrilège. Et là, maintenant, je crois qu'un certain réalisme commence à se matérialiser. Mais pourquoi est-ce que l'Union européenne doit, selon nous, être la plus ambitieuse ? Il y a un argument moral, qui est que l'Occident, dont l'Europe a été quand même le centre pendant un certain temps, c'est en tout cas ici que la révolution industrielle a commencé, a une responsabilité plus que proportionnelle dans le stock de CO2 et de pollution et de destruction qui existe sur cette planète. Ça, c'est l'argument moral. Mais j'ajoute à cela un argument, je vais presque dire opportuniste. Il est, je crois, absolument certain que la prochaine révolution industrielle est cette transformation, résultera de la nécessité de faire coïncider l'empreinte écologique de nos sociétés avec les limites biophysiques de la planète. Si l'Union européenne n'est pas leader, au moins parmi les leaders, des solutions qui permettront cela, nous nous retrouverons à devoir acheter nos solutions à l'extérieur. Et finalement, alors, la seule activité économique qui resterait en Europe serait finalement d'être un merveilleux musée pour les touristes chinois, américains, etc. Je voudrais quand même rappeler que autant le tourisme est une activité tout à fait noble, c'est une activité à faible valeur ajoutée. Vous ne construisez pas des sociétés à haut niveau de vie sur des activités à basse valeur ajoutée. Et donc, si l'Union européenne, qui a quand même assez fortement raté le virage du numérique, rate la révolution industrielle verte, alors on est cuit. Je vais dire, notre économie, je dirais presque que c'est une question de compétitivité. Et donc, je dirais souvent, c'est le débat que j'ai avec notamment mon homologue Manfred Weber, qui est le chef de groupe de François Xavier. Je dis souvent, si le PPE et les Verts sont capables de trouver le point d'équilibre, le PPE a la réputation de bien défendre l'économie, les Verts ont la réputation de bien défendre la planète. Si, entre nous, on est capable de trouver l'endroit où on doit mettre le curseur, alors probablement qu'on est proche du centre de gravité de ce qu'il faut faire. Mais ça suppose une véritable volonté de trouver des solutions ensemble. Et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus pour le moment. Monsieur Bellamy, vous êtes d'accord aussi sur l'exemplarité absolument indispensable de l'Europe dans ce domaine de l'écologie, de l'environnement, du combat, voilà ? Bien sûr, le mot d'exemplarité me paraît à la fois nécessaire et non suffisant. Nécessaire parce que nous avons un devoir, nous avons aussi un devoir parce que, n'ayons pas peur de le dire, nous avons été les premiers responsables dans l'histoire de ce dérèglement climatique. Nous qui émettons depuis plus longtemps.
qui avons émis les premiers et depuis le plus longtemps. Donc évidemment, nous avons aujourd'hui le devoir de nous montrer les plus exigeants envers nous-mêmes. Mais encore une fois, non suffisant. Parce qu'on peut être les plus vertueux, vous voyez, on peut arrêter complètement d'émettre. On a eu des débats très rudes, parce que si on rentre dans le concret des sujets, il faut regarder en face les points qui nous ont opposés. On a eu des débats qui ont été parfois très rudes. Pour commencer la semaine dernière sur la question des pesticides. Voilà, si on veut interdire absolument tout usage de pesticides en Union européenne, je caricature, non, évidemment, je force le trait. Mais imaginons, on va au bout d'une logique de radicalité absolue. On décide qu'on n'utilise plus aucun pesticide. Eh bien, on peut aussi se dire qu'on n'a plus d'agriculture du tout. Auquel cas, moi je suis dans la commission de la pêche. Non mais, pardon. S'il vous plaît. Je schématise. Ce jour-là, mais je peux schématiser dans l'autre sens aussi, si vous voulez. Voilà. On a le droit de... Je croyais que vous étiez partisan du désaccord intelligent. Absolument. Nous sommes partisans du désaccord intelligent. Je vous en prie. Si on schématise... Mais c'est une perspective qui est défendue avec beaucoup de légitimité et beaucoup de raison par beaucoup d'acteurs dans le débat européen. Moi, je suis dans la commission de la pêche. On peut se dire aujourd'hui, effectivement, on a intérêt à être toujours plus vertueux, toujours plus exemplaire, jusqu'à un point où, effectivement, on arrête de prélever en mer de la ressource pour pouvoir préserver les océans. Mais en réalité, aujourd'hui, on importe déjà, preuve que c'est pas si schématique que ça, 75% des produits de la mer qu'on consomme. Donc le jour où on arrête en France, c'est pas une perspective abstraite, pardon, mais c'est ce qui pourrait arriver dans peu de temps, qu'on n'ait plus du tout ou quasiment plus du tout d'activité de pêche. Ce jour-là, on n'aura pas sauvé l'environnement. Et la pêche et la mer sont un exemple intéressant parce que la mer, c'est, dans l'histoire de la philosophie, d'ailleurs, ça a toujours été le premier lieu d'une responsabilité politique commune. Parce que la mer, c'est le commun par excellence. Et donc, le jour où nous ne produisons plus ce dont nous avons besoin, et encore une fois, c'est pas schématique, c'est la vérité déjà presque aujourd'hui, eh bien, ce jour-là, on n'aura pas sauvé l'environnement. Donc, je suis tout à fait pour qu'on soit exemplaire, mais à condition qu'on garde le sens d'une responsabilité complète, pas seulement à l'égard de notre production, mais à l'égard de notre consommation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, moi je partage totalement ce que disait Philippe, je crois que le point commun qui doit nous réunir, c'est la conscience des limites. Le monde dont nous héritons, les biens que nous avons dans nos mains sont limités, et j'ajouterais même ils sont vulnérables. Et je pense que le sens de cette vulnérabilité doit évidemment être une priorité dans notre responsabilité politique. Encore une fois, c'est le mot de Jonas, l'humanité n'a pas droit au suicide. Et d'ailleurs, je le dis avec le sourire, mais c'est aussi un débat qu'on peut avoir avec nos amis écologistes, il faut prendre soin de ces limites jusqu'à aller vers la cohérence d'une écologie authentique qui se préoccupe aussi des limites de la condition humaine elle-même. Parce que c'est ça aussi le grand défi devant lequel on est. Moi, je suis pour qu'il y ait, et je crois que c'est nécessaire, des limites à l'action de la science, de la technique, de l'ingénierie sur le vivant à l'extérieur de nous-mêmes, mais il faut aussi que nous reconnaissions que cette responsabilité, l'humanité n'a pas droit au suicide, elle sera aussi nécessaire, et ce sera aussi un lieu de la conscience quand nous allons discuter demain des débats qui ne manqueront pas d'arriver sur la question du transhumanisme par exemple, sur la question de l'homme augmenté, et je crois que, encore une fois, le sens des limites, il devra à ce moment-là se montrer à la fois l'environnement et l'homme en quelque sorte, l'écologie intégrale, voilà. Je crois qu'en tous les cas, il faut qu'on ait conscience de cette vulnérabilité et de ces limites dans toute la cohérence qu'elles impliquent. Une fois qu'on a parlé de ces limites, moi je suis attaché à les décrire d'une manière qui soit affirmative et non pas seulement négative. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle Demeure, parce que je crois justement que le sens de la demeure, le sens de demeurer est plus le sens d'habiter le monde. Retrouver, d'ailleurs c'est aussi vrai de nos politiques du logement, habiter vraiment le monde, retrouver notre présence à ce monde qui nous entoure. Il me semble que c'est une manière plus affirmative de dire les choses que de parler uniquement de limites. Parce que habiter peut aussi aller avec l'inventivité. Je suis pour qu'on défende les limites à condition qu'on ne se prive pas de ce que l'intelligence humaine peut apporter de ces solutions partagées que nous avons à trouver aujourd'hui. Je suis un peu inquiet, par exemple, l'expression qui était employée par une intervenante ici, juste avant, dans le débat précédent, qui critiquait le technosolutionnisme. Oui. Vous pensez qu'il faut répondre pour partie? Il faut se méfier, bien sûr, de beaucoup d'illusions que le rêve d'une technique qui pourrait tout résoudre
offrirait d'irresponsabilité à nos décideurs politiques et à nous-mêmes comme décideurs politiques ou comme citoyens et comme citoyens. Mais je crois malgré tout qu'on n'a pas le droit de s'interdire des solutions que la science, que la technique nous propose. Ça a été aussi un de nos grands débats avec le groupe des Verts. J'ai été très marqué au tout début de notre mandat européen parce que nous avions débattu d'un texte sur la déclaration d'état d'urgence climatique en Europe et c'était une proposition du groupe de Philippe. On avait beaucoup discuté de ce sujet et dans notre groupe, ça suscitait des interrogations nombreuses parce que beaucoup de collègues en particulier s'inquiétaient de ce terme d'état d'urgence et de ses conséquences légales. Une expression qui a laissé des traces assez désastreuses dans des pays européens qui ont connu le totalitarisme au cours du XXe siècle et finalement toute l'Europe a été marquée par cet héritage. Mais à la fin, nous défendions, nous les Français au sein du PPE, nous défendions le fait de voter en faveur de ce texte. On a voté la déclaration d'état d'urgence climatique parce que je crois effectivement que nous sommes dans une situation d'urgence climatique, c'est une certitude. Mais le lendemain, le groupe des Verts déposait un amendement dans un autre texte pour demander qu'on ferme le plus rapidement possible toutes les centrales nucléaires en Europe. Et là, pour ma part, je vois quelque chose comme une forme d'incohérence. Parce que le nucléaire pose des problèmes environnementaux, c'est une certitude. Mais aujourd'hui, il est la première source de production d'électricité en Europe et il est la première source d'énergie décarbonée en Europe. En Europe. La première source de production d'électricité en Europe. Et c'est la première source d'énergie décarbonée dans l'Union européenne. Si on sort du nucléaire le plus rapidement possible, eh bien on voit ce qui s'est passé d'ailleurs en Allemagne. On va évidemment devoir recourir à plus d'énergie fossile. Et donc, encore une fois, peut-être que dans l'avenir, à moyen terme, à long terme, on trouvera d'autres solutions qui ne présenteront pas les mêmes problèmes, comme les déchets, le traitement des déchets nucléaires ou les risques nucléaires évidents. Mais aujourd'hui, si vraiment nous sommes devant une urgence climatique, nous avons le devoir de faire avec la science et avec la technique. Et il me semble que parfois, on a une approche un peu abstraite ou dogmatique de ces sujets qui fait qu'on cherche peut-être plus paradoxalement l'occasion de défendre la décroissance ou de critiquer notre modèle économique que de réussir à trouver les solutions dont nous avons besoin pour apporter... Monsieur Lambert, je vois que vous opinez beaucoup, ça me surprend presque. Hein, non, mais vous opinez beaucoup, on va venir aux questions après. Juste oui, mais donc façon très rapide. Il y a juste un point sur lequel je pense je suis en désaccord, et c'est en effet parce que je pense que tu as fait preuve d'une caricature quand on discute des pesticides. Du glyphosate, oui. C'est un fait. Oh, le glyphosate, c'est juste un détail là-dedans, mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres pesticides et herbicides qui sont utilisés. 80% des terres en Europe sont dégradées, et certaines extrêmement dégradées. Donc, aller dire qu'on va assurer la sécurité alimentaire en Europe, et en effet, il y a intérêt à ce qu'on soit le plus autosuffisant possible, point de vue alimentaire, ça c'est évident, mais penser qu'on va le faire en continuant d'empoisonner nos sols, c'est juste une contradiction dans les termes. Donc, il n'a jamais été question d'éliminer, d'abord du jour au lendemain, puisqu'on parlait de 2035, ça a été ramené à 2030, 100%. On parlait de réduire de 50%, et en fait, la méthode de mesure est telle que c'est loin d'être 50%. Même ça, c'était trop. Même le fait de déclarer que donc, tous les États membres doivent désigner des zones protégées, et que le texte européen disait, par exemple, les écoles doivent d'office être dans les zones protégées, eh bien non, ça c'était trop. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des endroits où les écoles peuvent être à des endroits où on pulvérise. Mais ça n'a pas la tête. Et donc, il y avait là, et c'est vrai que je suis revenu déprimé de Strasbourg jeudi, parce que on s'est retrouvé avec zéro avancée, on s'est retrouvé avec un texte vidé complètement de son contenu. Complètement. On se donnait des objectifs. Dans ce qui restait du texte, on se donnait un objectif qui était complètement fake, et en plus de ça, on le gardait au niveau européen, on ne le distribuait pas aux États membres, c'est-à-dire qu'on se donnait la garantie qu'on ne l'atteindrait jamais. Eh bien, ça, j'estime que c'est un abandon de poste, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, on meurt de notre système agricole. Bien sûr, il nourrit, mais on en meurt aussi, au sens premier du terme, pas au sens figuratif. Et donc, si on est pour protéger la vie, alors il faut le faire, comme tu le dis, intégralement. Et je te crédite tout à fait du fait qu'il y a des dogmatiques dans toutes les familles politiques. Mais M. Bellamy ne va pas répondre. Vous n'allez pas répondre tout de suite parce qu'il y a des questions qui arrivent et qu'on approche de la fin du débat. Donc, on commence à s'amuser. Et oui, on a 40 minutes. Hein. Voilà, donc...